Turbulence, le podcast des dirigeants face aux difficultés. Écoute, j'ai créé la société en 2012, une activité en 2012, qui est une activité qui avait la particularité d'être à la fois une agence de communication et une technologie SaaS. Et donc, l'activité est montée à 40 personnes. En sortie de Covid, l'activité a explosé, donc ça c'était une très bonne chose. Plusieurs millions de chiffre d'affaires. Et puis, on a eu en 2023 un premier, une forte baisse du chiffre d'affaires. Et le client, notre principal client, qui représentait une grosse part de chiffre d'affaires, qui nous a dit qu'il ne reconduirait pas avec nous, malgré tous les échos positifs qu'on avait. Et donc, on se retrouvait dans une situation où on avait des équipes qui étaient dédiées à ce client, qui allait être en inactivité, pas le temps de se retourner. Et donc, voyant que j'allais être à court de trésorerie, j'ai tout fait pour essayer de redresser la barre. Mais entre la perte de ce client, les PGE à rembourser, le point mort qui était resté stable alors que l'activité avait été divisée quasiment par deux, on se retrouvait dans une situation intenable. Et donc, j'ai décidé, fin 2023, de demander au tribunal de placer l'entreprise sous le régime de la sauvegarde. Ce qui a été accepté par le tribunal, étant donné qu'on n'était pas en cessation de paiement, on avait encore du cash, mais que la situation risquait d'être compliquée. Donc c'était vraiment adapté à notre situation. Et on a eu une période pendant 6 mois d'observation qui a été reconduite une fois. Et on a eu le plaisir de sortir de cette période de sauvegarde fin 2024 et de continuer l'activité après une restructuration profonde qui a pu être mise en place grâce à cette période-là, notamment le gel de toutes les dettes qu'on pouvait avoir, l'étalement ensuite dans le cadre du plan de continuation de ces dettes sur une période de 9 ans. Et dans le cadre de cette période d'observation, on a pu céder l'activité d'agence pour se concentrer uniquement sur la technologie, ce qui a permis de réduire sensiblement le point mort et de faire en sorte que les équipes continuent leur activité sans avoir de licenciement. Il n'y a quasiment pas eu de départ, quelques départs acceptés comme un accord. L'essentiel de l'activité d'agence a été racheté, les équipes ont gardé leur ancienneté. Donc nous, on a pu comme ça restructurer l'entreprise en diminuant fortement les effectifs et en se concentrant sur l'une des deux activités qui nous semblait la plus préférable de garder, donc la technologie. Là, effectivement, on était dans le cadre d'un client qui représentait une part très significative de notre chiffre d'affaires. Et donc, ça mettait en péril notre modèle économique et c'était quasiment impossible de le savoir. Alors après, ça c'est un enseignement que j'en ai tiré, il ne faut jamais être dépendant économiquement d'un partenaire parce que ça risque de mettre en péril l'activité le jour où le partenaire part, ce qui arrive forcément parce qu'on n'est pas marié. Comment as-tu été amené à faire appel au tribunal ? Il y a une discussion auprès des actionnaires en disant voilà, la situation c'est ça. Est-ce que vous voulez remettre de l'argent parce que sinon on ne sera pas en mesure d'honorer nos engagements? Ou est-ce qu'on se lance dans une procédure collective, sachant qu'en amont on avait essayé d'étudier la possibilité de renégocier nos PGE. Maintenant, la difficulté était trop importante et quand bien même on aurait juste fait ça, ça aurait sans doute pas suffi. Donc les actionnaires ayant décidé de ne pas remettre d'argent, il ne nous restait plus que la décision de lancer une procédure collective. L'avantage, c'est que ce choix a été pris suffisamment tôt pour être en sauvegarde et d'être encore d'avoir encore assez de cash. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais voilà, ça a été finalement assez vite. En 1 mois et demi, 2 mois, décision prise, contacter le tribunal, trouver un administrateur judiciaire et lancer cette procédure. Donc, il a fallu beaucoup de réactivité et pas laisser les choses empirer. Quand on voit qu'on va dans le mur, il faut prendre les décisions, même si c'est des décisions douloureuses. Là, c'est une décision douloureuse, je veux dire, c'est surtout une décision nécessaire et salvatrice. Le fait de se mettre en procédure de sauvegarde, douloureuse dans le sens où c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, on plonge dans l'inconnu, donc ça fait peur. Mais avec du recul, c'était la bonne décision à prendre. Et c'est ce qui nous a permis de redresser la barque. Et si j'avais pas pris cette décision, aujourd'hui, je pense que la boîte n'existerait plus aujourd'hui. Avais-tu une bonne connaissance des procédures en amont ? Moi, j'ai fait une école de commerce.
C'est pas le genre de choses qu'on enseigne dans les écoles de commerce. Clairement, on est plutôt sur de la croissance, etc. Mais on nous enseigne pas. Et procédure collective, c'est bien dommage. Alors peut-être dans certaines formations, hein, mais en tout cas, je n'ai pas suivi ce type de formation. Et pour moi, il y avait une énorme confusion entre médiation, sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation. C'était des mots qui derrière n'avaient pas de signification. Donc il a fallu que je me renseigne, que je demande à certains amis qui étaient passés par là, regarder sur Internet ce qu'il y avait pour essayer de comprendre tout ça. Certains de mes actionnaires m'en ont parlé, donc ils avaient déjà vécu ça et ça a permis d'avoir cette phase de conseil. Mais c'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise, c'est un saut dans l'inconnu complet. Il manque vraiment la connaissance. Ça nous a permis aussi d'avoir un vrai état de notre passif, parce que c'est toujours un peu compliqué quand on est un entrepreneur d'avoir un vrai état du passif. Je veux dire, la comptabilité est tenue, mais il se peut qu'il y ait des engagements qu'on n'ait pas forcément vus. Donc ça, au moins, ça permet de le montrer clairement. Et aussi, ça nous a aussi permis de réduire notre passif d'une façon assez significative d'ailleurs, puisque il y a certains créanciers qui n'ont pas souhaité déclarer leurs dettes ou qui ont préféré des modalités de remboursement qui étaient peut-être plus courtes, mais aussi qui étaient liées à des pertes de créances. Donc c'était leur choix. Donc globalement, la procédure de sauvegarde a eu beaucoup d'intérêt. Et c'est vrai que si j'avais su tout ça, je l'aurais fait peut-être un petit peu plus vite, ou au moins ça aurait été moins le saut dans l'inconnu, ça aurait été peut-être un peu moins stressant de savoir en amont. Est-ce que tu avais des a priori sur les administrateurs ? Non, j'ai aucun a priori, plus des questions en disant mais c'est quoi le rôle de l'administrateur? Parce que déjà c'est pas clair, on ne sait pas à quoi il sert fondamentalement. On a l'impression que c'est un gendarme qui vient contrôler et qui est prêt à sortir le bâton si on fait des choses qui vont pas. Donc ça, c'est le sentiment qu'on en a quand on rentre dans une procédure. Et dans les faits, il y a bien sûr ce contrôle parce que c'est une procédure qui est réglementée. Mais avant tout, le mien en tout cas, était de bons conseils et ces conseils ont permis de sauver la boîte. Sans ces conseils, je ne suis pas sûr d'avoir le recul nécessaire pour prendre les décisions qui m'ont fait céder une partie de l'activité. En plus, donc nous on a cédé une partie de l'activité dans une vente de fonds de commerce et derrière ça a été géré par l'administrateur d'un point de vue opérationnel. Donc voilà, il n'était pas juste contrôlant ni conseiller, mais aussi acteur de la procédure en accompagnant cette cession d'activité. Des questions qu'il y avait aussi, c'est mais combien ça coûte? Parce que quand on se retrouve dans une situation compliquée, il y a aussi un point qui est est-ce que je vais pas finalement enrichir l'administrateur ou le mandataire? Est-ce qu'il vaut mieux pas que la procédure s'arrête le plus vite possible? Enfin voilà, on a peur de ça, de se dire oulala, en fait, non seulement on va mal, mais en plus on va aller payer des administrateurs et des mandataires qui vont aller faire leur métier, mais qui n'apportent pas fondamentalement, et on a cette impression-là de valeur à l'entreprise. En l'occurrence, pour nous, aussi bien l'administrateur que le mandataire ont eu une valeur ajoutée importante, puisque l'un a aidé à restructurer l'entreprise et l'autre a aidé à s'assurer de la véracité du passif et même à réduire le passif avec une procédure qui a été strictement suivie. Donc la rentabilité de l'administrateur et du mandataire a été extrêmement forte dans notre cas. Et ça n'était pas un centre de coût, mais avec du recul, finalement, un centre de profit pour l'entreprise. J'ai jamais pensé à ce que l'administrateur ou le mandataire puisse aller vers des décisions qui leur soient avantageuses. Jamais pensé ça une seule fois, mais peut-être parce que je ne me suis pas posé la question, hein, je ne sais pas si ça pourrait arriver. Non, la question du coût, c'est basico-basique, c'est combien ça coûte pour l'entreprise, c'est aussi simple que ça. Après, ce coût, on considère comme une contrainte parce que c'est un coût pour assurer le suivi de la procédure. Et ce que je disais, c'est que finalement, avec du recul, il y a toute une partie de conseil qui a été extrêmement bénéfique pour l'entreprise. Donc le coût a servi aussi bien à suivre la procédure qu'à apporter ce conseil et ça a été rentabilisé. Donc, mais quand on commence la procédure, on ne sait pas du tout
combien ça va coûter et est-ce que la situation de l'entreprise ne va pas se retrouver finalement moins bien à cause de l'administrateur ou du mandataire qu'au début. Et pour notre cas, ça n'a pas été le cas, au contraire. Grâce à eux, ça a plutôt permis de diminuer le passif et de restructurer l'entreprise. En début de procédure, comment peut-on mieux présenter le rôle des administrateurs et mandataires aux dirigeants ? Ouais, je pense que ce qui serait bien au début, c'est de dire, voilà, je vous donne des exemples de grilles. Une entreprise qui fait entre temps et temps de chiffre d'affaires sur une durée de temps de mois, ça coûtera à peu près tant pour l'administrateur et tant de mandataire. Et qu'on ait un ordre d'idée, sachant que toute entreprise après va être assez... enfin, tout ça, ça va varier, mais qu'on ait une idée. On ne sait pas, en fait, si c'est 10 000 euros ou 100 000. On n'a aucune idée quand on rentre dans la procédure. Et ce serait bien d'être un petit peu plus, de donner quelques échelles de prix et d'expliquer en quoi, sur quelle base le coût est évalué. Ensuite, de dire, OK, notre rôle, c'est de suivre la procédure et de s'assurer que tout va bien. Mais au-delà de ça, vous allez voir que globalement, vous allez diminuer votre passif entre, 5 et les 1% avec ce type de procédure. Vous allez étaler vos dettes sur tant d'années. Et donc finalement, de dire, OK, il y a un coût, mais dans un an, voilà dans quel état tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras avec ça et ça et ça. Et donc finalement, que le mandataire ou l'administrateur qui sont très j'ai été nommé, j'ai pas approuvé ma valeur ajoutée, ajoute quand même cette notion de tu verras, grâce au travail qu'on va faire ensemble, la boîte s'en sortira beaucoup mieux dans un an qu'aujourd'hui. Après, ça dépend bien sûr si ta boîte existe toujours et selon où tu en es de ton marché, voilà, ça, c'est autre chose. Mais si tu redresses la boîte, eh ben, tu verras que notre intervention aura été largement financée par ce que la procédure en sens large et le travail qu'on aura fait ensemble t'aura apporté. Donc il y a ce discours que je pense les administrateurs et les mandataires pourraient avoir à la fois rassuré sur où est-ce qu'on s'engage en termes de coûts en amont, ce qui pour mon cas n'a pas été assez fait je trouve, et aussi de dire mais t'en fais pas, ce coût tu vas avoir un ROI de x5, je parle de bassement matériel en tant que chef d'entreprise, mais un ROI de x5 et des dettes qui vont étaler sur X années quoi. Dans la pratique, comment s'est déroulée ta relation avec l'administrateur ? Bon, c'est pas du jour le jour déjà. Donc avec l'administrateur, on doit envoyer les justificatifs de toutes les dépenses qu'on a faites. Alors dans le cadre de la sauvegarde, c'est un contrôle a posteriori. Et dans le cadre d'un redressement, l'administrateur a un rôle beaucoup plus prégnant. Donc il y a cette partie-là. Donc ça, c'est l'aspect contrôle. Il y a aussi beaucoup l'aspect discussion sur mais ton business plan, où est-ce que tu en es, comment tu vas gérer ta trésorerie. Donc ça nous force aussi à avoir le nez dans les comptes. J'allais dire le nez dans le quinquas, c'est un peu fort, mais c'est un peu ça l'idée quand même. C'est de pas laisser la situation pourrir, de voir ce qui ne va pas, et en ayant en rendant des comptes à l'administrateur, ça nous force à être cohérent et à voir où sont les leviers possibles d'optimisation de sa structure. Après, il y a des discussions un peu plus stratégiques en disant oulala, si on continue comme ça, on va dans tel sens, donc il est nécessaire de prendre des décisions un peu plus fortes au-delà des simples améliorations opérationnelles. Ils peuvent être des restructurations d'entreprise, des plans sociaux ou des levées de fonds aussi. Donc, c'est un moyen d'avoir ce discours. Et l'administrateur ensuite peut, en cas de cession partielle ou totale de l'activité, accompagner pour lancer ces sessions-là, sous contrôle du juge bien sûr. Donc au quotidien, enfin on va dire toutes les semaines ou 15 jours, on doit rendre des comptes et finalement ça permet d'avancer. Après, rendre des comptes et travailler sur les comptes, on est moins sur le terrain à vendre. Et donc on est un peu moins dans le business, mais c'est des choses qui sont nécessaires. Que se passe-t-il à la sortie du plan de sauvegarde ? On est dans le plan de continuation. Alors le plan de continuation, il y a aussi des contraintes, c'est-à-dire que on a la chance d'étaler nos dettes dans le cadre du plan que j'ai monté sur 9 ans, voilà. Donc ça c'est libre à chacun de proposer un plan, donc le mien est accepté dans ces conditions-là. Mais d'un autre côté, je demande un effort au créancier en disant je vais étaler ma dette sur 9 ans,
Donc vous inquiétez pas, on va vous payer, mais ce sera plus long que prévu. En échange, nous, on s'interdit de se verser des dividendes. Je m'interdis d'augmenter, de toucher à ma rémunération. Et donc je dis, bon, bah, on fait d'abord les efforts en tant qu'actionnaire et dirigeant, parce qu'on vous demande des efforts en tant que créancier. Après, si jamais la société explose dans le bon sens, on a plein de bénéfices qu'on ne peut pas se distribuer parce qu'on s'est engagé à pas les distribuer. Et on se dit, bon, bah voilà, on a plein de bénéfices, on aimerait se les distribuer. Ou alors, j'aimerais, moi, m'augmenter. Bon, bah, il y a une clause dans un plan que j'ai proposé qui était on pourra le faire à partir du moment où on a remboursé tout le monde. Et donc, on peut rembourser tout le monde plus tôt, ce qui nous donnera à nouveau des marges de manœuvre en tant qu'entreprise pour redevenir une entreprise qui peut se verser des dividendes ou s'augmenter. Donc c'est un peu donnant-donnant, c'est-à-dire que oui, on est sorti de la sauvegarde, oui, on est une entreprise normale, entre guillemets, mais on a pris des engagements en échange du fait qu'on étalait nos dettes. Voilà. Et si on veut arrêter nos engagements, bah, il faut qu'on rembourse nos dettes. Pendant cette période, comment réagissent tes proches ? Globalement, oui, vraiment des réactions très positives des gens qui entourent, parce que tout le monde sait qu'être entrepreneur, c'est jamais facile. Et donc, se planter, il y a beaucoup de gens qui sont là, c'est dur, on est avec toi, quoi. Donc, il y a vraiment des réactions positives de tout l'entourage. Parce qu'on est humain, et donc on n'aime pas aussi quand des gens qu'on apprécie sont dans la difficulté. Donc il y a beaucoup de bienveillance finalement auprès de l'entrepreneur. Après, des réactions négatives, il y a des gens qui ne comprennent pas, des gens à qui on doit de l'argent, qui ne comprennent pas qu'on est dans une situation difficile et qui disent moi je veux mon argent, je veux mon argent. Et donc là, faut expliquer, réexpliquer, dire que ça arrive et que si on fait cette procédure, c'est pour sauver la boîte et qu'il soit payé à la fin. Et non pas pour planter la boîte et dire merci, au revoir. Donc ça, il faut l'expliquer. Ouais. Quel conseil donnerais-tu à un dirigeant confronté à une procédure ? Je lui dirais déjà que finalement, la procédure de sauvegarde, si on le fait bien, ça peut être extrêmement bénéfique pour l'entreprise. Maintenant, il y a des aspects négatifs. L'aspect publicité peut, selon les cas, être peut-être plus compliqué à gérer. Donc, en gros, peser le pour et le contre. Après, il y a des situations où finalement, on n'a pas vraiment le choix. Et donc, on dit, faut que tu sautes. Vas-y, saute et fais la procédure, fais-le du mieux possible. Maintenant, c'est pas parce que tu rentres dans cette procédure que l'issue sera forcément négative, voire il est possible que tu t'en sortes finalement beaucoup plus fort que là où tu en es aujourd'hui. Donc, j'ai pas vraiment de conseils à donner fondamentalement. Ce que je veux dire, c'est ayez moins peur de cette procédure que ce qu'on peut y penser. Regardez-la avec objectivité, parce que finalement, ça peut être une procédure qui peut être très intéressante pour le dirigeant et pour l'entreprise. Comme si on fait un détartrage chez le dentiste, c'est jamais agréable, mais faut le faire, quoi. Donc, je veux dire, c'est pas parce que votre boîte va mal que c'est forcément de votre faute, et surtout à posteriori en plus, quand bien même ce serait de votre faute parce que vous avez mal fait certaines choses, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a certains choix que j'aurais pas dû faire, j'en ai pas honte non plus. On a tous ce droit à l'erreur, donc il faut pas avoir honte de ne pas réussir. Par contre, c'est sûr que ceux qui réussissent sont tentés leur chance. C'est comme au loto, donc moi je sais que la boîte, je vais maintenant qu'on est sorti de la sauvegarde l'accélérer, et puis si jamais finalement demain j'ai plus cette boîte, soit parce que je l'ai revendue, soit parce que je l'ai plantée, soit parce que je suis parti, je recréerai une autre boîte, parce que la vie d'entreprise elle est formidable, la vie d'entrepreneur, et c'est une liberté, à la fois une liberté de faire et d'action. En même temps, on est quand même tenu à ses engagements, donc c'est pas une liberté totale, au contraire, on est peut-être plus ancré qu'un salarié qui, lui, peut démissionner et quitter sa boîte au bout de 3 mois. Un entrepreneur, c'est pour des années qu'il est attaché à sa boîte. Mais il a la liberté de prendre des décisions et de voir les résultats de ses décisions en toute autonomie, et c'est ça qui est intéressant. Donc non, il n'y a pas de honte à planter sa boîte, et au contraire, plutôt un sentiment de fierté maintenant, du fait de l'avoir redressé. Donc je l'inverserai, moi, c'est ok, il y a des moments difficiles, on tient la barre et puis on essaie de redresser.